Bonjour Johan Tchakovic, Bonjour Marc. directeur donc de la Gazette de Rennes-le-Château. C'est Maca Desbarons. On est ici donc dans la salle visigothique qu'on nous a spécialement ouverte pour l'occasion, pour cette interview. Donc c'est un grand honneur. On remercie beaucoup les propriétaires du château des Hauts-Poules à Rennes-le-Château. Donc on va commencer avec ton parcours en quelque sorte du début. Déjà la création de la Gazette, c'est en 2004 Oui, à peu près. 2004, exactement le site en tant que tel, c'est 2003. D'où Mhm, son nom, portail de renneslechatteau.com. mhm. Parce qu'on me demande souvent la question, quel est le lien avec la Gazette? À l'origine, c'était tout simplement, je venais déjà depuis environ 14 ans. Oui. C'était pour garder un contact avec Rennes-le-Château au sens large, avec des connaissances, avec des écrivains. Et à l'époque, il y avait déjà des sites qui avaient pignon sur rue, pourrait-on dire, et j'ai préféré proposer autre chose. Et je me suis dit, bon, ben, je commence à connaître un peu l'énigme, j'ai lu quelques livres, pourquoi pas reprendre des liens tous azimuts et les classer non pas par algorithme ou que sais-je, mais par intérêt, par pertinence, par qualité de l'article, ce qui ne se fait pas. Et j'ai commencé une bonne année à partir de, grosso modo de mars 2003. Et j'avais à un moment donné plus de 1136 liens par rapport à l'église, par rapport à l'histoire du village, par rapport à Saunière, par rapport également aux animations, aux activités également, mais j'allais simplement proposer des liens qui présentaient celles-ci. Mhm. C'est assez fastidieux, ça l'était, puisque j'ai arrêté quasiment de proposer le portail, parce que des sites qui arrêtaient d'être mis en ligne, ben c'était tout de suite 5, 20, 50 liens rompus. Mhm. D'autres changeaient l'URL, donc le lien était encore rompu. J'avais également des liens dans d'autres langues, bon, les plus connus par rapport à Rennes-le-Château, où il y a des sites également en anglais, en italien, en espagnol et en néerlandais spécialement. Donc, je me suis dit à un moment donné, on était en décembre de la même année, ce serait bien peut-être de proposer autre chose, d'où la naissance proprement dite de la Gazette, bon, il y a quasiment 19 ans. Et alors là, ça s'est étoffé, la charte graphique a évolué, la dernière date d'il y a 2 ans exactement, et pour le moment, il y a encore environ 200 pages, avec toujours l'objectif de remettre en ligne, puisque avec la charte graphique précédente, il y en avait plus de 500. Alors si certaines n'ont plus un intérêt fondamental, puisque c'était des présentations d'animations, de visites, de conférences, etc., d'autres sont quand même des pages d'études, donc tôt ou tard, je compte bien remettre en ligne, mais ça ne peut pas se faire en un simple copier-coller, dirions-nous aujourd'hui, ce serait trop simple. Donc ça prend beaucoup de temps, et plus les pages ont du rédactionnel, plus c'est long. Mais c'est prévu, alors quand quelqu'un me le signale, je remets spécialement une page demandée, mais sinon il y a encore matière, sans compter l'actualité. Donc voilà un peu l'histoire du site. Et Chris Darkis aussi t'a rejoint à un moment donné. Oui, tout à fait, assez vite, Chris Darkis m'a rejoint, mais il n'y a pas qu'elle, il y a eu Aesius également, il y a eu Jean-Luc, et Chris Darkis et Jean-Luc ont lancé la Gazette de Rennes-le-Château TV, la chaîne YouTube, aux alentours de 2017. Donc là, c'est un complément, vu l'époque, dirions-nous, indispensable, à la Gazette version article, comme dans un Interactive. journal. Donc, ils ont pris ça en charge et très bien pour les interviews, pour les contacts, parce que ça a permis également d'élargir un peu ce qu'on pouvait proposer par ailleurs, de le diversifier, de nouer des partenariats, notamment dans le Var par exemple, ou avec d'autres organisations. Et Jean-Luc, lui, c'était celui qui mettait en œuvre l'interview, il a filmé, mais surtout, travail ingrat, hein, tu dois en savoir quelque chose, ben, il y a tout le montage, après les interviews, ça dépend un peu le déroulement et les séquences qui se déroulent sur différents sites, sur différents lieux. Euh, voilà. Ponctuellement, au niveau des rédacteurs, il y en a toute une série qui m'envoie des articles
C'est pour ça qu'il y a pas mal de signatures connues, anciennes ou pas, je dirais peu importe. L'intérêt par rapport aux versions papier, c'est que des articles d'il y a 10 ou 15 ans sont ouverts encore plusieurs fois par jour. On fait un simple calcul, on arrive à plus de 1200, 1300 lecteurs si c'est ouvert 3-4 fois seulement par jour, et d'autres c'est encore bien plus. Là c'est un peu les méandres obscurs des moteurs de recherche, etc. Quand certains titres d'articles ressortent et d'autres moins. Mais c'est toujours à disposition, précision utile, la Gazette est entièrement gratuite, c'est basé sur la passion, je crois d'abord avant tout, le bénévolat, évidemment. Alors, il y a des possibilités de parrainage, mais ce ne sont que des possibilités et absolument pas des obligations. Alors, ton histoire avec Rennes-le-Château commence il y a bien longtemps, en fait, parce que tu avais acheté tu es de Belgique, donc tu as acheté une maison, un restaurateur qui avait beaucoup de livres, en fait, 500 ou 600 livres. Tout à fait. Dont notamment la collection J'ai lu, L'Aventure Mystérieuse, Oui. L'île de Pâques et tout ça. Et tu découvres là Le Trésor maudit de Rennes-le-Château de Gérard de Sède. Tu le lis et là tu te dis là c'est intéressant. Tout à fait. Tu es bien renseigné, tu as dû écouter l'une ou l'autre émission, tout à fait, tout ça est exact. Et pour parfois parler des aléas de la vie et du hasard, pour autant qu'on y croit ou qu'on pense à d'autres formulations pour l'appeler ainsi, je n'aurais jamais dû sans doute venir à Rennes-le-Château, parce qu'effectivement, j'achète une maison dans le centre de la Belgique, c'est une région agricole, entre Liège et Bruxelles, du côté francophone. Et c'est un restaurateur, comme tu l'as justement signalé, qui était passionné de lecture. Et ces 500 ou 600 livres sont uniquement des livres de poche. Il avait une collection assez riche de toutes sortes de livres qu'il a repris, mais ceux-là, à l'époque, pas de ramassage, de tri sélectif, ça allait partir aux poubelles. Oui, c'est ça. Et moi, passionné, vu mon métier de lecture, je lui ai proposé de les récupérer, ce qu'il a évidemment accepté. Et j'ai entreposé tout ça dans une remise. J'ai fait les travaux qu'il y avait à faire et 2-3 ans après, je dis je vais me faire une bibliothèque. Et la bibliothèque terminée, je me dis mais j'ai des livres encore, j'en ai dans la maison naturellement. Je fais un tri. Malheureusement, je dois en jeter une petite moitié qui avait pris un peu l'humidité au cours des années. Et puis, je me retrouve avec 200-300 livres à classer. Ceux qui m'intéressaient moins, je les offre à des bibliothèques, notamment celle de la ville où j'étais. Et puis, il me reste peut-être 200-250 livres. Et là-dedans, j'ai environ 30 ans. Je ne suis pas versé ni dans Rennes-le-Château, ni dans l'ésotérisme. Je découvre la collection rouge, Angélus, la collection de poche. Et dedans, il y a le Trésor maudit de Rennes-le-Château. Oh, j'en lis d'autres. Il y avait Rasputin, il y avait l'île de Pâques, etc. Il y en avait au moins une petite trentaine. Et puis, je dis, tiens, un jour, si je vais en vacances dans le sud, oui, le sud assez large, hein, dans le sud, pourquoi pas passer par Rennes-le-Château et voir un peu par moi-même de quoi il en retourne. Et une amie, en fait, oui. t'emmène à Port-le-Cat et tu te dis, je vais aller à Rennes-le-Château tout seul. Ah, tout à fait. Le jour où c'est une amie d'université, le jour où elle me contacte, elle me dit on va à Port-le-Cat. Je dis oui, c'est très bien, sans doute en France, mais où? Je vais très bien utiliser le raccourci. Et puis arrivé là-bas, on était une demi-douzaine. Je dis un jour, je vais à Rennes-le-Château. J'avais relu entre-temps, parce que j'aimais bien préparer les voyages et tout cela, le guide vert et le petit livre rouge de Gérard de Sède. Et tu es prof de français aussi, il faut le savoir, en Belgique. Il n'y a pas de professeur de belge. Non, c'est très bien, c'est bien. Ben, celle-là, elle est faite, c'est bien. C'est assez courant. Effectivement, mais non, de français, c'est pas plus mal, hein, ça valorise le pays où nous sommes aujourd'hui. Et je viens. Les autres amis préfèrent la plage et tout ça, et j'arrive seul ici. On est au début des années 90, et j'ai la chance d'avoir deux guides. Tout à fait. Antoine Captier et Sonia Moreux. Et Sonia Moreux de la librairie Empreinte. La visite est captivante, puisqu'on est encore dans le jus avant restauration, donc ça fait plus de 30 ans. Il y a encore la chambre de Saunière, je dirais quasiment dans son état. En tout cas, c'est comme ça que nous l'a présenté il y a plus de 30 ans Antoine Captier. Bon, il savait quand même de quoi il parlait. Et puis, je vais à la librairie et
Sonia Moreux, je lui demande tout simplement des livres de base. Et quelques années avant, en 85, était paru le livre de Jarnac, Histoire du trésor de Rennes-le-Château, et justement le Captier Corbu, l'héritage de l'abbé Saunière. Je rentre et je contracte un bon virus. Et voilà les raisons de ma présence aujourd'hui. Bon, après, je vous passe les détails. Ce sont des péripéties, des rebondissements. Je reviens, et puis dans la région de Port-le-Cat, quand même la deuxième année, en famille. Et puis, de plus en plus près, jusqu'à passer tout mon temps libre dans la région. Certainement les 12 premières années, en tant qu'enthousiaste, passionné, et puis en tant que chercheur, et surtout, c'est une expression que j'aime bien, crapahuteur, parce que j'ai pas mal traîné mes chaussures de marche dans la région très large, sur Rennes-le-Château, mais également bien au-delà de Rennes-le-Château. Et j'ai continué par la suite lors de la création de la Gazette de Rennes-le-Château, et également depuis quelques années, puisque je suis installé dans la Haute-Vallée de Nantes. Tu t'es rapproché vraiment maintenant des lieux. C'était un choix de vie. Dès que c'était possible, j'ai fait en sorte d'avoir ce rêve et de le concrétiser surtout. Est-ce que tu avais eu accès justement aussi au Charivari d'époque, le magazine de Jacques Marre, donc les éditions de 74, où il y a Jean-Luc Chaumeil dedans qui a œuvré à faire les premiers articles, puisqu'il a rencontré Pierre Plantard, faire les premières interviews, et ce sont des documents rares maintenant, actuellement. Alors, il y a le Prieuré de Sion, oui. l'édition du Prieuré de Sion de 1974. Tout à fait. Alors ça s'est passé. C'est rare, oui. Je crois que je suis parvenu à me procurer, parce que se passe-t-il? Nous sommes au début des années 90. Je n'ai jamais rien lu concernant l'ésotérisme au sens large, et Rennes-le-Château, j'ai les deux livres précités. Je suis curieux de nature, de par ma profession aussi, donc je me forge mon opinion, et a priori, en écoutant, je ne rejette pas. Donc j'achète d'autres livres, bien évidemment, j'en trouve chez des bouquinistes, même en ligne. Ce n'était pas comme ça à l'époque, donc je prenais mon téléphone, j'avais Esolif, la Bible, avec tous les bouquinistes et des milliers de références, et je téléphonais souvent sur Paris pour qu'on m'envoie par courrier postal certains livres. Et c'est comme ça, par des amis, on m'en a prêté. Les livres épuisés, je les ai même photocopiés, je les ai même scannés, ce qui parfois pour une recherche, et même très souvent, est très intéressant. Et je me suis procuré, disons au moins 95% des livres et des revues, dont celle que tu as évoquée, très intéressante effectivement, parce que c'est un peu les débuts de l'histoire. Par exemple, Jean-Luc Chaumel, je l'ai rencontré plusieurs fois aussi. Oui. Et il y a même 2 interviews de lui qui datent déjà d'au moins une quinzaine d'années. Il faudrait vérifier, il y a tellement de pages. Mais on peut voir aussi ici, il est intervenu dans cette salle, souvent. Tout à fait. Le 17 janvier. Absolument. On le salue. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Aussi, il y a tout cet aspect aussi aussi de Pierre Plantard et toute cette époque-là aussi. Alors, tu as découvert aussi tout ce côté-là. Comment tu l'as abordé? Comment tu l'as ressenti? Alors, lorsque j'ai découvert l'affaire, je n'ai pas cru du tout au parchemin dans un premier temps. Laissez-moi achever, laissez-moi 2-3 minutes, parce que ça me semblait une fumisterie. Donc, dans un premier temps, oui, j'ai bien lu, mais sur les parchemins, des études très peu, et je n'ai pas effectué un travail de chercheur sur les parchemins, puisque ça me semblait inventé de toutes pièces. Je ne voyais pas l'intérêt de perdre mon temps, puisque bon, je travaillais bien évidemment à l'époque, et bon, je ne venais parfois qu'une fois une semaine, et puis une quinzaine pendant ce qu'on appelle les grandes vacances. Et puis petit à petit, j'ai révisé ma position, suite à des conversations privées. Donc aujourd'hui, même par rapport à la Gazette, je ne vais pas citer de nom, bien évidemment, la personne n'aimerait pas que je la cite, mais disons que c'est quelqu'un qui est très connu dans notre histoire, peu importe où, sinon on va déjà jouer au petit jeu des éliminations, ce n'est plus un tel, c'est un tel. Des témoignages, également le fait à l'époque d'avoir rencontré Jean-Luc Chaumel avant qu'il ne change d'avis. Mais ça, tous les chercheurs, tous les passionnés sont au courant à partir de la réédition, donc de l'édition, pardon, du Testament du Prieuré de Sion
attribué soi-disant à Philippe de Chérizet. Hein, le livre était signé de la main de Jean-Luc Chaumel, où là, il opère un virement. Mais avant, il expliquait l'histoire, il était déjà un peu dubitatif, mais il ne Oui. rejetait pas Oui, l'histoire. parce que dans Charivari, il fait juste un exposé. Il met les statuts du prieuré de Sion à Annemasse 156. C'est le premier à avoir mis en avant les premiers documents. Voilà. Voilà. Et à partir de ces conversations, j'ai eu la chance d'être accueilli au prieuré, me semble-t-il, comme il appelle, de Carénac. J'y ai passé Oui, 3 jours à la galerie. enthousiasmant à la galerie, effectivement. Et en discutant avec lui, je ne sais pas si à ce moment-là j'étais déjà parvenu à me procurer le Charivari. Ça, il faudra un peu vérifier. Mais disons, là, ça m'intrigue. Je dis, il y a quand même des choses. Entre-temps, je me suis procuré Circuit. Circuit de. Ouais, bien Donc, sûr. je lis, je dis, tiens, ce serait quand même intéressant. Au fil des années, il y a quand même des études qui paraissent, que ce soit virtuellement ou au niveau livresque. Et je me dis, tiens, il faudrait quand même s'intéresser. Parce que petit à petit, et plus j'avance dans mon parcours, je dirais, de chercheur, je me rends compte que c'est quasiment impossible d'avoir inventé tout cela. Mhm. Qu'il y a certainement eu quelque chose qui a pu motiver Plantard, un groupe, à mon avis, et qu'on lui a fourni matière à. Alpha Galate, peut-être déjà où il rentre. Georges Monti en 42. Oui, Peut-être le lien. j'ai cherché, par rapport à tes deux références, certainement j'ai cherché plus avant, là je n'ai rien trouvé de concret. Mhm. Par contre, un groupe ésotérique qui aurait été lié aux Chats Noirs, les descendants naturellement de cette veine artistique et littéraire de la fin et surtout du début du XXe siècle à Paris, que Pierre Plantard soit rentré en contact avec ces gens-là ou qu'on l'ait contacté lui pour diverses raisons, peut-être parce qu'il avait commencé à allumer déjà un feu à Annemasse en créant le prieuré de Sion, bien évidemment. Euh, à ce moment-là, j'ai cherché. Je dis, c'est un peu dommage de passer à côté. Et je me suis rendu compte, et c'est de plus en plus mon avis ici, bon, je saute les décennies, bien évidemment, hein, qu'il y a certainement eu un groupe qui a dû indiquer à Plantard ce qu'il pouvait dire, maintenant qu'il ait déformé, qu'il ait enjolivé, etc. C'est certainement vrai aussi. Très bien. Alors on va continuer l'entretien, la deuxième partie, dans le jardin. Volontiers, le jardin du château, Le jardin du hein, où château. nous accueillent, nous les remercions. Je les remercie également, les châtelains Marie et Gérald. Voilà. À tout de suite.